Bonsoir Stéphane Quéclin. Bonsoir. Vous êtes journaliste, essayiste, et alors vous allez nous dévoiler l'histoire secrète de la conquête spatiale. Voilà, c'est aux éditions du Rocher. Avant de décoller, si je peux le dire, je voulais vous montrer ces images que vous avez peut-être vues. C'est la dernière mission américaine qui s'appelle DART, comme fléchette en français. Elle a été lancée avant-hier, on la voit là. Et alors, le but, c'est d'envoyer un astéroïde dans l'espace, un satellite, pardon, dans l'espace qui va détourner un astéroïde qui est à plus de 11 millions de kilomètres de nous. Ça paraît complètement fou, ça nous rappelle finalement des scénarios de films comme Armageddon ou Deep Impact. Et finalement, ça rejoint un peu ce que vous dites dans votre livre, Stéphane, c'est que dès le début, la fiction a été un moteur finalement pour la conquête spatiale. Oui, on peut citer une nouvelle de H.G. Wells en 1897 qui s'appelle L'Étoile, qui racontait un astéroïde lancé à pleine vitesse vers la Terre et qui ravageait la Terre. Et on peut parler aussi de Jules Verne, parce que Jules Verne en 1865 il sort de la Terre à la Lune et après il fait une suite qui s'appelle Autour de la Lune, où un équipage est sauvé par un astéroïde. Et donc en fait on peut peut-être pousser d'ailleurs un cocorico parce que Jules Verne a eu une influence considérable sur la conquête spatiale, puisque à l'époque son livre De la Terre à la Lune, sorti donc en 1865, a été lu par des Russes, par beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de rêveurs, de poètes, et son livre était dans toutes les bibliothèques des jeunes ingénieurs russes, allemands et même américains. Et il a eu une énorme influence. Oui, c'est pas seulement anecdotique, quoi. Non, c'est pas anecdotique. C'est du rêve à la réalité. Non, c'est pas anecdotique. Et même plus récemment, on peut parler d'Arthur C. Clarke. J'ai une petite anecdote. Arthur C. Clarke se trouve, on le connaît, c'est l'auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et il se trouve à Londres au moment où les V2 arrivent. Et lui, au lieu de se précipiter dans la cave, il cherche le V2. Il veut voir de ses yeux ça, c'est pendant à quoi la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1944. Et en fait, il voit un V2 et pour lui, c'est un satellite de télécommunication. Ce n'est pas un engin de mort. Et cet écrivain fabuleux visionnaire a déjà prédit un petit peu l'utilisation qu'on pourra faire de ces engins de mort plus tard, c'est-à-dire une utilisation pacifique. Donc les écrivains ont toujours été très visionnaires sur le plan. Les V2 des fusées, et puis une poésie qui finalement a ouvert la conquête spatiale. Et d'ailleurs, ce que vous dites quand on parle de cette inspiration littéraire qui va devenir très concrète, c'est finalement une façon aussi de dire que la conquête spatiale ne date pas de la période après-guerre, mais vous la faites remonter bien plus tôt, et notamment avec un personnage incroyable. On dit que c'est le Léonard de Vinci russe. Il s'appelle Konstantin Tsiolkovsky. Oui. Konstantin Tsiolkovsky, oui, c'est assez difficile, il ne faut pas oublier le i. Et en fait, c'est un personnage, une sorte d'Archimède russe, barbu. Ouais. Il était sourd d'une oreille parce qu'il avait chopé la scarlatine. À l'époque, évidemment, on mourait très vite. Et il arrive à Moscou, comme ça, un petit peu, on lui jette des pierres comme un va-nu-pied. Et lui, il ne mange pas à sa faim, il est maigre, mais ce qui lui importe pour lui, c'est d'acheter des livres d'astronomie. Et peu à peu, il va devenir un très, très grand spécialiste des fusées. Et à ce moment-là, on peut se raccrocher à un condamné à mort qui s'appelle Nikolai Kibalchich, qui lui a tué le tsar Alexandre II en 1881, ouais. Et il avait conçu dans la cellule, au pied du gibet, sa première fusée, oui, et Konstantin Tsiolkovsky va avoir connaissance de ses plans, et c'est comme ça que la conquête spatiale va démarrer pratiquement au pied de l'échafaud, et avec une sorte de va-nu-pied d'Archimède russe très pauvre. Alors, on se retrouve à la fin des années 50, la Russie continue, avance bien dans ses recherches, et alors pour la première fois, eh bien, elle envoie un objet dans l'espace, tout le monde connaît son nom, Spoutnik. Spoutnik, oui. Mais personne ne connaît en revanche son inventeur. Et pour cause. Mais parce que Sergueï Korolev, il a été envoyé au goulag dans les années 30, il a failli mourir, on lui a tapé dessus, il a eu toutes ses dents fracassées, parce que Staline se méfiait des ingénieurs. Parce que Staline, lui, il voulait construire des bombes, et les ingénieurs, eux, ils voulaient construire des fusées. Et en fait, c'était un petit peu cette espèce de dispute entre ceux qui voulaient la paix et ceux qui voulaient la guerre. Et donc Staline envoyait les ingénieurs dans des camps, et Korolev a failli mourir, il a passé à peu près 10 ans dans un camp en Sibérie. Il a été relâché parce que Staline comprenait finalement qu'il fallait libérer les savants, parce que les Américains, eux, allaient prendre de l'avance. Et du coup, Sergueï Korolev, quand il lui a donné les moyens de construire le Spoutnik, il l'a caché, parce que c'était très mal vu, finalement, de mettre en avant un héros qui avait été envoyé au goulag et qui était sans doute un ennemi politique. Et Sergueï Korolev aurait dû avoir le prix Nobel de la paix si jamais il avait pu avoir son nom. Et ils ont inventé une sorte d'homme paille, Léonid Sedov, qui lui faisait le tour des ambassades européennes en faisant croire qu'il était l'inventeur du Spoutnik. Eh bien voilà, Sergueï Korolev, et vous lui dédiez une partie de vos chapitres dans ce livre. Quelques mois après le succès de Spoutnik, les Russes envoient le premier être vivant, décidément encore eux, et là c'est la chienne Laika.
on s'en souvient, on l'adore. Voilà, on est en 1957, on la voit là. Mais alors, ce que vous racontez, c'est la face cachée, un peu plus sombre de cet exploit. Oui, parce qu'ils ont fait croire que la chaîne... En fait, tout le monde savait que la chaîne ne reviendrait pas vivante. Oui, ça on le savait. Il y avait des boulettes empoisonnées, elle devait s'empoisonner elle-même, mais elle avait pour 8 jours de nourriture. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant tout le temps du voyage, Radio Moscou disait « Frisette va bien », parce qu'on l'appelait comme ça, la petite Frisette aboie, on l'entend respirer, et en fait, elle est morte dans les 2 heures du vol, brûlée vive par la chaleur énorme qu'il y avait dans la capsule. C'est horrible. Et en fait, le Spoutnik a voyagé avec un cadavre de chien pendant pas mal de mois, avant sa dissolution en 1958. Mais il ne fallait pas le dire, il fallait cacher. Ça ternissait l'image. Voilà, ça ternissait, et les Russes ont été très forts dans le fait de cacher beaucoup d'éléments qui étaient défavorables pour leur programme, surtout qu'il y avait à l'époque des lettres d'associations de défense des animaux qui, comme maintenant, inondaient les ambassades soviétiques. J'ai découvert aussi que le premier être humain à aller dans l'espace, ça aurait pu être une femme, Jacqueline Cochrane, mais certains jugeaient qu'elle n'était pas du même acabit que son alter ego masculin. Alors Jacqueline Cochrane, c'est la première à avoir franchi le mur du son quelques années après Chuck Yeager, donc en 1953. Sacrée femme. Alors c'est une sacrée femme, c'était une vendeuse de cosmétiques. Et en fait, son mari Floyd Odlum, qui était un milliardaire, a dit mais tu devrais passer ton brevet et comme ça tu pourras faire des pubs en l'air. Et elle a si bien réussi qu'elle est devenue pilote de jet et elle a franchi le mur du son en 1953. Elle se battait d'ailleurs avec Jacqueline Auriol, notre Jacqueline à nous, qui était une grande aviatrice aussi, donc elles n'arrêtaient pas de se battre des records entre elles, jusqu'au moment où en 1953 où elle franchit le mur du son. Et puis finalement, elle s'est dit tiens, mais pourquoi je n'irai pas plus loin? Et elle a fait des tests avec un docteur Randy Lovelace, qui est aussi un personnage absolument flamboyant un petit peu de cette conquête spatiale, qui lui pensait que finalement la conquête spatiale c'était la conquête médicale. C'est-à-dire plus on avançait on faisait des progrès en médecine, plus l'homme avait des chances d'aller au loin et de conquérir un petit peu les planètes lointaines. Sauf que Jacqueline Cochrane n'est pas allée dans l'espace. Non, parce que d'abord Randy Lovelace l'a trouvée trop vieille et il trouvait qu'elle avait un petit problème de cœur. Il avait installé une clinique à Albuquerque, une clinique privée, dans laquelle il faisait des tests avec pas mal d'aviatrices assez brillantes à l'époque. Et donc il était très dur et il avait, avec son propre argent, il sélectionnait les femmes. Et Jacqueline Cochrane, il a pensé qu'elle n'était pas tout à fait assez jeune pour pouvoir aller là-haut. Elle avait quel âge? Elle avait pratiquement 50 ans à l'époque. C'était déjà très vieux à l'époque. En tout cas. Et puis le programme qui devait être Mercury 8, donc un équipage essentiellement féminin, a été abandonné du jour au lendemain. D'ailleurs, dans quelles conditions on voyage à l'époque? Parce que là, on a vu des images de Thomas Pesquet, il est très entouré, il est attendu, même avec des hommes, des brancards au moment d'atterrir, etc. C'est pas du tout le cas pour les premiers voyages qui se passent dans l'espace. Déjà, Yuri Gagarin, ils ne savent pas très bien où ils vont atterrir. Ils ne savent même pas où ils atterrissent. Oui, Yuri Gagarin, lors de son fameux voyage en 61, a atterri et il a atterri en plein milieu d'un champ. Et c'est 2 paysannes qu'il rencontre, qui voient cette espèce de créature en orange vif avec un parachute, avec un casque. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe, parce qu'en fait, il y a une espèce de percussion entre la Russie médiévale avec des carrioles à cheval et le futurisme représenté par Yuri Gagarin. Et à ce moment-là, c'est assez étonnant. D'ailleurs, on dit que le père de Yuri Gagarin serait monté à Moscou dans une carriole à cheval pour féliciter son fils. Donc vous voyez, il y a une espèce de drôle de situation. C'était vraiment une autre époque. En même temps, c'est merveilleux. On voit toutes les évolutions qui ont été faites et qui continuent encore aujourd'hui. Histoire secrète de la conquête spatiale, c'est aux éditions du Rocher. Merci beaucoup Stéphane Quéclin. Merci à vous tout de suite. C'est dans l'air avec Axel de Terly sur le Covid et les annonces d'Olivier Véran. Bonne émission.